Troisième partie, les classes sociales sont-elles encore pertinentes pour analyser la structure sociale? Dit autrement, les analyses que nous avons vues dans une précédente vidéo, les analyses de Karl Marx et de Max Weber, qui datent du XIXe siècle, est-ce qu'elles sont encore utiles pour comprendre et analyser la société actuelle? On pourrait se dire que non. Il y a eu de nombreuses évolutions. Et des évolutions qui ont affaibli la classe ouvrière, qui était pourtant centrale au XIXe siècle et dans les écrits de Karl Marx. Ensuite, nous verrons qu'après 1945, il y a eu un processus de moyennisation qui fait que les classes sociales se sont rapprochées les unes des autres en termes de mode de vie. Et cela a pu faire taire les conflits entre ces classes. Enfin, nous verrons qu'il y a eu un processus d'individualisation qui a contribué à créer des différences au sein de classes sociales qui avant étaient homogènes. Mais il faut toujours nuancer son propos. Et nous verrons qu'on a peut-être enterré trop vite les classes sociales. Que la classe ouvrière n'a pas disparu mais évolué. Et qu'elle a évolué en classe populaire. Et que ces classes populaires forment encore une classe en soi. Enfin, nous parlerons de la bourgeoisie, qui avait déjà été évoquée par Karl Marx au XIXe siècle, et nous verrons qu'elle forme encore une classe en soi et une classe pour soi. Commençons par les éléments qui nous permettent de dire que les classes sociales sont dépassées. Premier élément qui nous fait dire en effet que les classes sociales sont dépassées, c'est le fait que la classe ouvrière, qui était pourtant centrale dans l'analyse de Karl Marx, et bien cette classe ouvrière, elle s'est fortement affaiblie. Certains ont même dit qu'elle avait disparu à cause de plusieurs évolutions. Voyons lesquelles. Tout d'abord, la tertiarisation de l'économie. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'ouvriers employés dans les services, cela nuit au sentiment d'appartenance à la classe ouvrière. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire et dans l'identité de l'ouvrier, on appartient au monde de l'usine. On appartient au secteur industriel. L'industrie, c'est le secteur qui va transformer des matières premières, par exemple. Le fer, l'acier, etc., en voiture. Eh bien, les ouvriers appartenaient grandement, en grande majorité, au secteur industriel. Et ça faisait partie de la carte d'identité, on va dire, de l'ouvrier. Avec le déclin du secteur industriel, des fermetures d'usines, des fermetures de mines et la tertiarisation, on a de plus en plus d'ouvriers qui sont dans le secteur des services, mais qui ne se reconnaissent pas comme des ouvriers parce qu'ils travaillent dans des entrepôts, comme les entrepôts Amazon, les manutentionnaires, ceux qui vont être en charge de la gestion des colis, etc. Ils ne se sentent pas comme ouvriers. Et donc cela nuit à la cohésion de la classe ouvrière. Ensuite, il y a un clivage intergénérationnel. Ça veut dire une séparation entre générations. Une séparation, dans le monde ouvrier, entre les jeunes et les moins jeunes, et les anciens ouvriers. Cela a été développé par deux sociologues dans un livre célèbre, Retour sur la condition ouvrière. Que nous disent les sociologues? Ils nous disent que les nouvelles générations, les enfants d'ouvriers, ont été plus diplômés et sont plus diplômés que leurs parents. Ils sont allés au moins jusqu'au bac. Et cela a nourri chez eux un espoir, celui d'abandonner, celui de ne pas rejoindre l'usine. Ils pensaient s'élever comparé à leurs parents. Sauf qu'avec la période de chômage après les années 80, 90, ils n'ont d'autre choix que d'aller à l'usine. Donc pour eux, l'usine et le monde ouvrier, c'est quelque chose, c'est un échec. C'est quelque chose de honteux. Ils n'ont donc aucune envie de s'allier et de rentrer dans ce monde ouvrier, qui avant était synonyme de fierté. Pour les jeunes, ils ne vont pas se syndiquer, ils ne vont pas forcément se rapprocher et être amis des anciennes générations. Il y a donc une séparation entre les ouvriers jeunes et moins jeunes. Enfin, il y a un affaiblissement du Parti communiste et des syndicats, c'est-à-dire ceux qui représentent le monde ouvrier. Auparavant, dans les années 40-50, le Parti communiste, c'est un des partis les plus importants en France. Aujourd'hui, il est plutôt faible, mais à l'époque, le Parti communiste, c'était un parti puissant, de même pour la CGT. Ces deux représentants de la classe ouvrière ont perdu de leur influence, et cela a nui à la classe sociale ouvrière. Reprenons les idées principales. Tout d'abord, auparavant, il y avait une classe ouvrière qui était plutôt unifiée dans le secteur industriel. Et cela pouvait susciter un sentiment d'appartenance et de fierté à la classe ouvrière. Il n'y a plus cela de par la tertiarisation et du clivage entre générations. Être ouvrier aujourd'hui peut être vécu comme un sentiment honteux et on n'a alors pas envie de se battre pour quelque chose dont on n'est pas satisfait. Et surtout, la classe ouvrière, elle a été affaiblie parce qu'elle a été invisibilisée. C'est-à-dire que ses représentants, qui devaient parler en son nom, dans les médias, la radio, dans les journaux, eh ben, eux-mêmes ont été affaiblis. Et donc on a l'impression que la classe ouvrière n'existe plus. À partir des années 60-70, un sociologue du nom de Henri Mandras développe l'idée que la société française ressemblerait plus à une toupie qu'autre chose. L'idée de sa toupie,
c'est qu'il y a de moins en moins de pauvres et de moins en moins de riches, et que la plupart de la population se retrouve au milieu, dans une situation intermédiaire. Le processus de moyennisation qu'il développe, c'est l'idée qu'il y a un écart qui se rétrécit entre la bourgeoisie, les cadres et les ouvriers. Voyons pourquoi. Premier élément, on note une diminution des inégalités salariales entre ouvriers et cadres. Donc les inégalités en termes de salaire diminuent. En 1957, le salaire des cadres est 4,3 fois supérieur à celui des ouvriers. 50 ans plus tard, en 2005, cet écart s'est réduit. En effet, en 2005, le salaire des cadres n'est plus que 2,6 fois supérieur à celui des ouvriers. Il est toujours plus important, mais l'écart s'est réduit. Deuxième élément, il y a eu, depuis 1945, la sécurité sociale qui s'est généralisée à l'ensemble de la population. Auparavant, lorsque vous étiez malade, vous perdiez votre salaire. Si vous aviez un accident de travail, un accident professionnel, vous perdiez aussi votre salaire. Lorsque vous étiez retraité et que vous ne pouviez plus travailler pour des raisons de santé ou des raisons physiques, vous perdiez votre salaire. Et vous n'aviez alors plus de revenus de remplacement. La protection sociale, née en 1945 de l'idée de la sécurité sociale, vient remplacer vos salaires que vous perdez lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez un accident du travail ou lorsque vous êtes retraité. Il y a un revenu de remplacement. Comme ça, vous ne perdez pas tous vos revenus. Et cela a pu diminuer depuis 1945 le niveau de pauvreté. C'est pour ça qu'il y a eu un rapprochement, encore une fois, entre des ouvriers qui, lorsqu'ils perdaient leur salaire, pouvaient devenir pauvres. Il y a eu un rapprochement entre donc, ces ouvriers-là et le reste de la population, notamment les cadres. Enfin, troisième élément, on a assisté à partir des années 60, 70 et 80 à un processus de massification scolaire qui consiste à ouvrir les lycées et les universités à un autre public. Avant, les enfants de cadres ou les enfants de la bourgeoisie faisaient des études, ils étaient les seuls à pouvoir faire des études. Aujourd'hui, en théorie, les enfants d'ouvriers peuvent suivre le même parcours scolaire que les enfants de cadres. Pour toutes ces raisons, diminution des inégalités salariales, généralisation de la sécurité sociale et processus de massification scolaire, on a noté une diminution des distances interclasses. Donc cela a pu nuire à l'identification à une classe prolétaire d'ouvriers, et cela a pu apaiser les conflits sociaux entre eux. Dernier élément qui nous fait dire que les classes sociales semblent avoir disparu, c'est le processus d'individualisation. Alors le processus d'individualisation, c'est un processus qui a pris plusieurs décennies, où les individus se sont de plus en plus affirmés en tant qu'individus. Ils ont gagné en autonomie vis-à-vis de groupes sociaux comme les classes sociales. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant ce processus d'individualisation, les individus se définissaient surtout par leur appartenance à des groupes, et notamment à la classe sociale. Le fait d'être ouvrier, dans les années encore 30, 40, 50 ou 60, il y avait une fierté à être ouvrier. Et plus que ça, le fait d'être ouvrier dictait et déterminait votre vie. Vous vous mariez souvent avec une ouvrière ou un ouvrier, vous viviez dans un quartier ouvrier, vos amis étaient des ouvriers. En fait, l'appartenance à la classe sociale déterminait votre vie entière, toute votre existence. Souvent, votre enfant devenait lui-même ouvrier, c'est pour dire. Le processus d'individualisation, lui, c'est le contraire. C'est le fait que les individus se définissent de moins en moins par le groupe auquel ils appartiennent, mais se définissent par d'autres choses. Ils se différencient à travers de nouveaux facteurs. Voyons lesquels. Tout d'abord, les individus peuvent se sentir appartenir à une génération plus qu'à être ouvriers ou autre. Les jeunes peuvent avant tout se sentir appartenir à leur génération, ceux nés en 90, la génération des années 2000, etc. Mais ce n'est pas tout. Avant, il y avait les ouvriers, ouvrières, et ils étaient unis. Maintenant, les ouvrières, en tant que femmes, peuvent se sentir appartenir à la catégorie femmes, et du coup se battre pour des revendications féministes. Mais ce n'est pas tout. L'orientation sexuelle peut aussi servir aux individus à se définir. Ils vont se différencier par le fait qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels, et cela peut nuire à l'unité de la classe sociale. Car auparavant, la classe sociale ouvrière était diversifiée. Il y avait des immigrés, il y avait des femmes, des hommes, des jeunes, oui. Mais les différences passaient au second plan. Les points communs l'emportaient sur les différences. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est que par le processus d'individualisation, ce qui compte plus, ce sont ces nouveaux facteurs de différenciation. La génération, le sexe, l'orientation sexuelle. Et on est dans un second temps ouvrier. On se définit dans un second temps par le fait d'être ouvrier. Et cela a une conséquence. Auparavant, les ouvriers étaient unis pour améliorer leurs conditions d'existence, leurs conditions de travail, leur salaire. Là, le fait que les individus se définissent plus
par leur génération, leur sexe ou leur orientation sexuelle, fait qu'on voit de nouveaux mouvements dits post-matérialistes, je vous renvoie à une vidéo où j'ai développé cette idée, de nouveaux mouvements sociaux en lien avec l'écologie pour les nouvelles générations, ou en lien lutte pour l'égalité homme-femme contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Donc voilà, la classe sociale a été affaiblie par le processus d'individualisation parce qu'il y a de moins en moins de cohésion entre membres de la classe ouvrière. Voyons maintenant les éléments qui nous permettent de dire que les classes sociales restent encore pertinentes. Dit autrement, les classes sociales, on les a peut-être enterrées trop vite. Donc, le premier élément qui va me permettre de dire ça, c'est que la classe ouvrière, on l'a vu, a été affaiblie. Mais affaiblie ne veut pas dire qu'elle a disparu pour autant. En fait, pour les sociologues, la classe ouvrière a muté, elle a évolué en classe populaire. Les classes populaires, c'est la réunion de deux catégories socioprofessionnelles, les ouvriers et les employés. Donc ça, ce sont les classes populaires, ouvriers et employés. Et qu'est-ce qui les caractérise, ces classes populaires? Eh bien, tout d'abord, ils ont un faible niveau de capital économique. Qu'est-ce que le capital économique? C'est l'ensemble des biens, des revenus et du patrimoine que l'on possède. Eh bien, les classes populaires, ouvriers et employés, en possèdent peu. Ensuite, il y a un faible niveau de capital culturel. Et qu'est-ce que le capital culturel? C'est le niveau de diplôme et le lien avec la culture savante, dite culture légitime. Eh bien, les classes populaires, ouvriers et employés, ont en général des diplômes plutôt faibles, comme le bac maximum. Mais il y a aussi une distance par rapport à la culture savante, culture dite légitime, entre guillemets. C'est le fait d'aller souvent au musée, à l'opéra, au théâtre, d'écouter de la musique classique. Eh bien, il y a une distance par rapport à ces pratiques culturelles. Ensuite, les classes populaires ont un faible niveau de capital social. Le capital social, c'est le réseau, l'ensemble des connaissances utiles qui permettent d'ailleurs de trouver un emploi, d'avoir accès à certaines informations. Et bien, les classes populaires ont un faible niveau de capital social. Enfin, les classes populaires, ouvriers et employés donc, sont caractérisées par un niveau de précarité, au sens où elles sont plus touchées par le chômage et des CDD, intérim, donc des formes d'emploi atypiques qui empêchent d'avoir une forme de stabilité dans sa vie. Donc je reprends. Les classes populaires se définissent par leur absence ou leur manque de capital économique, culturel, social, ce qui conduit à une vulnérabilité, une précarité dans leur quotidien. Les classes populaires, donc, qu'on vient de voir, on peut considérer qu'elles forment encore une classe en soi. Une classe en soi, pour rappel, c'est le fait qu'un groupe d'individus partage des caractéristiques communes. En l'occurrence, les classes populaires ont en commun de subir tout un ensemble d'inégalités sociales. Voyons lesquelles. Tout d'abord, les inégalités face à l'emploi. Les ouvriers et employés ont plus de chances d'être au chômage à temps partiel que les cadres. Ensuite, il y a des inégalités de revenus. Tout d'abord, le fait d'être au chômage. Ensuite, le fait d'être à temps partiel limite les revenus. Mais en plus, les ouvriers et les employés, du fait qu'ils sont plus faiblement diplômés, ont des revenus plus faibles. Et cela limite leur consommation. Troisième type d'inégalité, dans l'accès à la propriété, comme les revenus sont faibles, la capacité d'épargne des classes populaires est très faible, comme ils sont en CDD, comme ils sont en intérim ou au chômage, il est difficile pour ces classes populaires d'avoir accès à l'emprunt auprès des banques. Et donc l'accès à la propriété est très rare. La plupart des classes populaires sont locataires. Ensuite, il y a des inégalités face à la santé, on l'a déjà vu. Il y a un écart en termes d'espérance de vie entre les ouvriers et employés d'une part et les cadres d'autre part. Cela s'explique par les conditions de travail qui sont plus difficiles par les ouvriers, mais aussi par le mode de vie et la qualité et la diversité de l'alimentation. Enfin, l'inégalité face à l'école, même s'il y a eu un phénomène de massification scolaire, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a des trajectoires et des parcours scolaires qui sont différenciés selon les enfants d'ouvriers et les enfants de cadres. Les enfants d'ouvriers sont plus touchés par les redoublements, les abandons précoces, les études courtes, que les enfants de cadres. Après avoir décrit les classes populaires, il faut décrire leur opposé, c'est-à-dire la bourgeoisie. Et la bourgeoisie a été décrite par un couple de sociologues, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, dans leur livre Sociologie de la bourgeoisie. Alors la bourgeoisie, elle réunit plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, un fort niveau de capital économique. La bourgeoisie a des revenus élevés et un patrimoine, c'est-à-dire des propriétés aussi importantes. Mais on aurait tort de réduire la bourgeoisie au fait d'être riche, vous me direz, d'avoir un capital économique élevé. Cela est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut 3 autres éléments pour faire partie de la bourgeoisie. La bourgeoisie possède également
ou plutôt ses membres, un fort niveau de capital culturel. Donc des diplômes élevés, ils sont en général diplômés de grandes écoles, type Sciences Po, Polytechnique, des écoles militaires, etc. Mais il y a aussi une proximité avec la culture savante, culture dite légitime, comme le fait d'aller au musée, le fait d'aller au théâtre, à l'opéra, aimer la musique classique, etc. Troisième capital, le capital social, et la bourgeoisie a un fort niveau de capital social. Un réseau, c'est-à-dire un ensemble de liens avec de nombreuses personnes et qui vont être utiles pour avoir des informations, pour rentrer dans des associations, dans des clubs, pour avoir accès à une offre d'emploi. Le réseau de la bourgeoisie est non seulement national, mais aussi international. Enfin, la bourgeoisie possède un quatrième capital, un fort capital symbolique. Le capital symbolique, c'est le fait d'avoir du prestige, une reconnaissance sociale. Exemple, le fait d'appartenir à une famille dont les ancêtres ont joué un rôle dans l'histoire de France. Lorsqu'ils vont rencontrer d'autres personnes et qu'ils mettront en avant leur passé ou le passé de leurs ancêtres, il y aura une forme de prestige qui va découler de cette histoire familiale. Nous venons donc de voir que la bourgeoisie formait une classe en soi. Elle partage des caractéristiques communes, la possession de nombreux capitaux. Mais ce n'est pas tout. Elle formait également une classe pour soi, dans le sens où elle arrive à susciter chez ses membres un sentiment d'appartenance. Comment fait-elle? Eh bien, la bourgeoisie entretient un entre-soi. Elle crée un monde clos, grâce à deux stratégies. Tout d'abord, la stratégie résidentielle. Les sociologues que j'ai mentionnés à l'instant ont écrit un autre livre, Les ghettos du Gotha, où ils expliquent que les membres de la bourgeoisie ne choisissent pas leur lieu d'habitation au hasard. Leur lieu d'habitation va être dans des quartiers huppés, quartiers chics de la capitale, ou de capitale dans le monde. En l'occurrence, ça pourrait être Paris dans le 16e arrondissement, dans le 7e arrondissement, mais aussi des banlieues huppées, chics, telles que Neuilly-sur-Seine. L'idée, c'est de choisir un quartier où les membres vont nous ressembler. Les membres de la bourgeoisie choisissent un quartier où il y a déjà membres de la bourgeoisie. Cela va mener à un phénomène de ségrégation spatiale, c'est-à-dire que dans ces quartiers-là, la plupart des individus se ressembleront en termes de mode de vie, en termes de rémunération, etc. On pourrait même parler d'auto-ségrégation spatiale puisqu'ils choisissent eux-mêmes ces quartiers-là. À noter que ces quartiers-là étant très chers en termes de loyer, certaines personnes ne peuvent pas avoir accès à ce quartier-là. Enfin, ségrégation spatiale est liée à ségrégation scolaire puisque les écoles, collèges, écoles primaires de ces quartiers-là seront assez proches en termes de composition sociale des enfants. Les enfants appartiendront au même milieu social. Il y a un autre élément qui permet une cohésion, ce sont les rallyes. Alors les rallyes, ça n'a rien à voir avec une course de voiture. Les rallyes mondains, ce sont des soirées entre jeunes. Mais des soirées entre jeunes de la bourgeoisie, ce sont les parents qui surveillent et qui organisent ces soirées-là. Donc ils font le tri. Tout le monde n'est pas invité. Dans ces soirées, on y danse et on y joue. Mais on ne danse pas sur du Aya Nakamura, on danse sur des danses traditionnelles, dont il faut savoir les codes. Et on joue à des jeux de cartes, pareil, dont il faut connaître les règles. Cela permet aux individus de développer un sentiment d'appartenance, de lier des amitiés entre membres de la bourgeoisie et de développer des relations qui seront utiles dans le futur. Résumons maintenant les principales idées que nous avons vues. Nous avons vu dans un premier temps que les classes sociales n'étaient plus aussi pertinentes pour analyser la structure sociale. D'une part parce que la classe ouvrière qui était centrale par le passé s'est affaiblie. D'autre part parce qu'il y a eu un processus de moyennisation qui a diminué les distances entre classes sociales et donc les conflits sociaux. Et il y a eu aussi un processus d'individualisation et de différenciation multiple qui a nui à l'idée de classe sociale homogène et à l'idée de lutte des classes. Dans un deuxième temps, nous avons vu qu'il ne fallait pas totalement enterrer les classes sociales, d'une part parce que la classe ouvrière n'a pas totalement disparu mais évolué en classe populaire, et que cette classe populaire, ou plutôt ces classes populaires, forment encore une classe en soi, car elles subissent des inégalités. Et enfin la bourgeoisie, qui était déjà décrite par Karl Marx au XIXe siècle, existe encore, et elle forme toujours une classe en soi et une classe pour soi.